et puis une intervention de l'IRSN qui sera suivie par un échange avec l'ensemble des participants pour des questions d'une quinzaine de minutes. Ce sera vraiment une première série d'échanges pour des éventuelles questions de précision, et puis ensuite une deuxième série d'interventions sur le rôle des acteurs dans le cycle du combustible, avec une intervention d'Orano et une intervention d'EDF. Là, on sera aussi autour d'une quinzaine de minutes, et ensuite on aura le gros de notre échange qui sera d'environ 1 heure sur l'ensemble des sujets liés au cycle du combustible, donc que ce soit des questions, des réactions, notamment des réactions d'associations qui ont bien voulu participer ce soir à ces réunions, et puis le grand public qui est présent ce soir et qui pourra également, bien entendu, participer, réagir avant une conclusion qui viendra terminer notre réunion. On prévoit que cette réunion dure environ 2 heures, donc on prévoit de lever la séance autour de 20 heures pour vous libérer pour vos activités de la soirée. Je vous propose de passer, alors d'abord de vous présenter les différents intervenants qui sont là ce soir. Donc pour Orano, Jean-Michel Romary, directeur maîtrise d'ouvrage démantèlement et gestion des matières. Les 3 garants de la CNDP qui se présenteront tout de suite après, Isabelle Barthes, Étienne Balland et Denis Cuvillier. Pour EDF, Julien Garel, directeur de la coordination et de la transformation. Pour l'IRSN, Igor Lebars, directeur de l'expertise de sûreté. Pour Sven, Valérie Faudon, déléguée générale. Et pour l'association Négawatt, Yves Marignac, qui est chef du pôle expertise nucléaire et fossile. Voilà les différentes personnes qui interviendront ce soir pour vous présenter leur vision et leur perception du sujet sur lesquels on pourra ensuite échanger. Je passe la parole tout de suite aux garants pour présenter leur rôle dans cette concertation. Bien, merci beaucoup, Madame Pic. Bonsoir à toutes et à tous. On va donc introduire cette réunion en précisant peut-être dans quel cadre elle est organisée et dans quelle mesure la CNDP en garantit le processus pour le public. Je vous demande d'avancer à la diapo suivante. Peut-être d'abord pour voir, voilà, ensuite tout de suite la suivante évidemment. Qu'est-ce que c'est que la CNDP? Donc, elle est un petit peu sous les feux de l'actualité en ce moment sur les sujets nucléaires, donc vous devriez, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, la connaître déjà, mais c'est toujours bon de rappeler que c'est une autorité administrative indépendante. Nous sommes nommés, nous, donc, par cette commission nationale qui est présidée par Chantal Joanneau. C'est une autorité qui est donc habilitée à prendre des décisions et qui est indépendante de tout pouvoir, notamment du porteur de projet comme de la société civile ou des différents acteurs associatifs. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la CNDP, sa raison d'être, en fait, c'est tout simplement de garantir un droit qui est un droit individuel et constitutionnel, qui consiste qui vous permet à toutes et à tous d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques. Et c'est bien dans ce cadre-là que nous sommes ce soir, en préalable aux décisions publiques qui pourraient intervenir sur le projet d'extension de l'usine d'enrichissement du Tricastin.
Quel est le rapport entre le conflit russo-ukrainien et l'extension de l'usine d'enrichissement Georges Best 2? On va vous expliquer. L'uranium sert de combustible aux réacteurs nucléaires. Le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine pourrait perturber et même interrompre la fourniture d'uranium enrichi russe aux centrales nucléaires occidentales qui l'approvisionnent aujourd'hui à hauteur de 30%. Dans ce contexte, certains producteurs d'électricité nucléaire souhaitent sécuriser leurs approvisionnements. La demande en uranium enrichi occidental devrait donc augmenter en substitution aux approvisionnements russes. D'ici 2028, la production devra s'adapter pour éviter que le combustible ne vienne à manquer. Dans le monde, 4 fournisseurs sont capables d'enrichir l'uranium utilisé pour produire de l'électricité. 2 sont européens, dont l'entreprise française Orano, numéro 3 mondial. Que fait Orano en matière d'enrichissement? En France, l'entreprise Orano enrichit l'uranium sur le site du Tricastin, dans son usine Georges Best 2 qui comporte 2 unités de production. Aujourd'hui, pour répondre aux besoins du marché et à ses contrats, Orano produit 7,5 millions d'UTS. L'UTS, c'est l'unité qui sert à quantifier l'uranium enrichi. Pour satisfaire la nouvelle demande, Orano propose d'augmenter sa production pour atteindre sa pleine capacité, 11 millions d'UTS. En quoi consiste le projet? L'usine Georges Best 2 compte actuellement 14 modules de production. Orano propose d'en rajouter 4. Il serait identique à ceux existants et installés sur une zone déjà prévue à cet effet dès la construction de l'usine dans les années 2000. Que se passerait-il si on ne faisait rien? Ne pas augmenter la capacité de production? Cela reviendrait à laisser le monopole aux concurrents européens. Quelles seraient les alternatives? Implanter l'extension ailleurs en France ou aux États-Unis? Il n'existe pas d'infrastructure aussi avancée. Il faudrait donc construire une usine complète. Choisir une autre technologie que celle utilisée au Tricastin? La centrifugation reste à ce jour la méthode la plus éprouvée et la plus économe en énergie et en eau. Voici les grandes lignes du projet d'Orano. Pour en savoir plus, participez à la concertation et donnez votre avis lors des rencontres publiques et sur le site www.projetextensiongb2.fr. Voilà pour une première présentation rapide du projet. Désolée pour ça a coupé plusieurs fois, la connexion est peut-être pas très très bonne. Je vous propose qu'on passe à la restitution des échanges tels qu'ils ont eu lieu pendant le débat public sur notre sujet par les garants. Je vous laisse... Oui, bonsoir, c'est moi. Je suis donc Isabelle Barthes. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, comme l'a dit Étienne Ballon tout à l'heure, je suis à la fois garante de cette concertation et je fais partie de l'équipe qui a organisé le débat public qui s'est terminé hier soir sur le programme présenté par EDF. De relance du nucléaire par 6 réacteurs EPR2 et dont les premiers seraient installés à Penly. Et donc, bien évidemment, comme le débat vient de se terminer et que le compte-rendu sera présenté par la CPDP dans un délai de 2 mois, je ne vais pas vous faire à proprement parler une restitution des échanges sur ce thème dans le cadre de notre débat. Mais je peux vous donner des indications sur les centres d'intérêt qui ont été portés par les participants au débat sur la question du parcours du combustible dans le cadre évidemment de ce programme de relance du nucléaire. Nous avions à la demande de certains participants, notamment de participants associatifs, et plus particulièrement un collectif de personnes qui s'inquiètent
de l'ensemble des programmes et des projets qui pourraient voir le jour dans le cadre de cet écosystème global de relance du nucléaire. Et donc, nous avions ajouté à la liste des temps forts de ce débat une réunion qui a été au format webinaire d'ailleurs, spécifique sur le thème du parcours du combustible et des liens potentiels avec le programme EPR2. Dans les questions qui étaient remontées, il y avait évidemment à la fois comprendre exactement comment cet écosystème fonctionne, comprendre les liens entre ce programme de relance du nucléaire et éventuellement les besoins en uranium et en uranium enrichi notamment, et puis éventuellement donc le lien avec ce projet. Et puis il y avait eu plus largement des questions de nature internationale, comme l'a indiqué Étienne Balland tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est sur un projet localisé sur le site du Tricastin que bien évidemment il ne faut pas s'intéresser aux enjeux internationaux. Dans les enjeux internationaux qui avaient été cités, il y avait deux grands thèmes. D'une part, la question plutôt de la provenance de l'uranium et des conditions d'extraction, des conditions à la fois environnementales et sociales, donc des questions de nature éthique. Et puis, vraiment, d'autres questions qui sont plutôt en lien avec le fonctionnement actuel des échanges entre les opérateurs internationaux, et notamment qu'est-ce que la guerre en Ukraine et le fonctionnement actuel du système avec l'opérateur russe Rosatom, comment la guerre met en lumière un fonctionnement existant et qu'est-ce qui peut être remis en question. Et le public voulait vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les liens aujourd'hui de la filière électronucléaire française avec la Russie. Voilà. Donc là aussi, des questions à la fois géopolitiques et éthiques. Donc voilà, cette réunion, elle est vraiment centrée aujourd'hui sur le projet porté par Orano, mais c'est aussi en retentissement avec le débat qui s'est terminé hier soir. Forcément, il y aura des questions globales, d'autant que dans le Conseil de politique nucléaire, le président de la République a aussi insisté sur la nécessité de mettre en ordre de bataille la totalité de la filière électronucléaire française. Donc le projet Orano est également concerné par ce contexte particulier aujourd'hui. Donc voilà, c'est en gros ce qu'on peut vous faire remonter des attentes du public qui s'est exprimé pendant le débat. Je ne sais pas si le public qui est présent aujourd'hui aura les mêmes attentes, mais c'est un petit peu pour vous brosser ce cadre général. Voilà. Merci Madame Barthes de ces éléments. Je passe maintenant la parole à Monsieur Levars pour l'IRSN. Oui, bonsoir à tous. Donc, la présentation que je vous propose, c'est vraiment une présentation globale de ce que c'est le combustible nucléaire et des opérations qui vont avec, donc centrée plutôt sur la production de combustible neuf, parce que ça concerne le site de Tricastin, évidemment. Et je ferai juste un zoom sur la partie qu'est-ce qui se passe une fois que le combustible a été utilisé. Si vous voulez bien passer au slide suivant. Donc, un réacteur nucléaire, en gros, pour fonctionner, pour produire de l'électricité, il a besoin, passez suivant, de combustible nucléaire neuf. Et une fois qu'il aura été utilisé, évidemment, les combustibles usés, si vous voulez bien passer au suivant, doivent être gérés, dans le sens où ce sont des matières qui présentent des risques de radiotoxicité radiologique, et donc qui doivent être gérées. Donc, en général, pour faire ces opérations-là, vous avez un contexte industriel assez important, si vous voulez bien passer au suivant.
qui s'appelle des fois le cycle de combustible. Alors, vous pouvez trouver pas mal d'informations autour de cet ensemble d'opérations industrielles, donc de fabrication des combustibles et de gestion des combustibles usés. Alors, il y a un rapport du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire qui a été fait en 2018, qui va vous donner le contexte français. Vous avez le rapport de l'Autorité de sûreté nucléaire annuel qui fournit un certain nombre de données sur les matières utilisées dans ce cycle. Vous avez les sites de l'IRSN et de l'ASN qui vous donneront des éléments d'éclairage sur ce que c'est. Et il y a un dernier rapport, si vous voulez bien passer la suivante, qui est très intéressant, qui est un rapport qui est fait par Euratom. Donc Euratom, c'est une agence européenne. Il y a un accord international de surveillance autour des matières. Et cette agence européenne publie un rapport et ce rapport donne notamment la part d'uranium, qui fournit l'uranium en Europe, qui l'opère. C'est un rapport relativement intéressant. Je vais bien passer au suivant. Donc, c'est quoi un combustible neuf? À la base, donc on est plutôt sur la gauche du transparent. Ce sont des petites pastilles, hein, ça fait en gros 1 centimètre de hauteur et un peu moins d'1 centimètre de diamètre. C'est des pastilles qui sont faites à base d'une matière qui va pouvoir être utilisée dans les réacteurs, donc d'uranium ou de plutonium. Ces pastilles sont mises dans des crayons, donc c'est des gaines métalliques, hein, des grands gaines métalliques. Ces crayons, ils sont fermés par des bouchons de manière étanche et assemblés, mis les uns à côté des autres, dans un assemblage. Un assemblage, c'est à peu près 260 crayons. Dans un réacteur, vous en mettez entre 150 et 240. Et il existe dans le monde 3 types de combustibles. Des combustibles à base d'uranium naturel enrichi et 2 autres types de combustibles, alors qui ne sont pas utilisés partout dans le monde. Des combustibles qui sont à partir d'uranium et de plutonium et des combustibles qui sont faits à partir d'uranium issus des opérations de retraitement de combustible. J'en parlerai un peu plus tard. Si vous voulez bien passer au suivant. Une fois que le combustible est passé en réacteur, merci. Une fois que le combustible est passé en réacteur, sa composition a changé. C'est-à-dire que vous avez toujours de l'uranium, vous avez toujours du plutonium, mais en plus sont venus des produits de fission. Alors, c'est quoi ces produits de fission? C'est les résidus, c'est les cendres de la réaction de fission. Hein, ce qui produit de l'énergie, c'est en gros un atome d'uranium qui va se casser en deux. Et cette fracture du noyau vous produit de l'énergie qui va être transformée en électricité. Et les 2 morceaux qui restent, c'est les produits de fission. Et des actinides mineurs. À l'actinide mineur, c'est que de temps en temps, cet uranium ne se casse pas, c'est-à-dire que le neutron arrive, mais l'uranium ne se casse pas, et il se transforme, et c'est ça les actinides mineurs. C'est devenu un produit qui est extrêmement radioactif et beaucoup plus difficile à manipuler qu'un combustible neuf. Si vous voulez bien passer au suivant. Alors, c'est quoi toutes ces opérations de fabrication de combustibles et de gestion des combustibles usés? Ce sont des installations industrielles de transformation des substances radioactives. Alors, une substance radioactive, c'est quoi? C'est soit une matière, c'est-à-dire quelque chose que vous utilisez, soit des déchets. Donc, c'est beaucoup d'installations industrielles qui sont situées soit en France, on a une partie qui est en France, soit à l'international. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, et c'est important, c'est que toutes ces installations ont associé, pour qu'elles fonctionnent, des entreposages, c'est-à-dire qu'entre les installations, vous avez besoin d'entreposer un certain nombre de matières, et ces entreposages peuvent être soit stables, c'est-à-dire c'est juste un flux qui passe pour découpler un peu les opérations industrielles, soit avoir des inventaires qui augmentent au cours du temps et vous allez devoir faire des extensions régulières. À ne pas oublier également qu'il y a un certain nombre de transports de substances radioactives qui se font en parallèle de tout ça. Je vais bien passer au suivant. Oula. Donc, je ne vais pas vous le décrire, hein, vous trouverez ça dans le rapport du HCTSN. C'est pour vous montrer l'ensemble des opérations associées à tout ce qui est fabrication et gestion des combustibles. Vous voyez, il y a beaucoup d'étapes. C'est vraiment quelque chose de complexe. Passez au suivant si vous voulez bien. Les transports, c'est pareil. Quand on dit qu'il y a des transports, ces installations sur le site français sont réparties à différents endroits.
soit dans le sud de la France, soit en Normandie. Les réacteurs sont un peu plus dispersés. Donc, autour de tout ça, vous avez des transports. Et si vous voulez passer au suivant, c'était juste pour vous expliquer que l'ensemble de ces installations et des transports associés sont des installations nucléaires de base. Donc, elles font l'objet d'un contrôle par l'autorité de sûreté nucléaire, et l'IRSN, qui est l'institut support, technique support à l'ASN, fait un certain nombre d'avis sur la sûreté de ces installations et leur devenir et comment tout ça fonctionne. Si vous voulez bien passer au suivant. Donc, la première partie de tout ça, c'est la fabrication des combustibles neufs à partir d'uranium naturel. C'est ce qui nous concerne plus pour le débat d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez passer au suivant. Donc, quelles sont les grandes étapes pour cette fabrication de combustible? Donc, à la base, vous avez du minerai. Donc, le minerai, les mines sont plutôt à l'étranger. Donc, en France, c'est surtout Kazakhstan, Australie, Niger, Canada qui vont fournir cet uranium. Et cet uranium, en réalité, il a déjà été transformé sur place, c'est-à-dire que vous ne recevez pas les roches qui contiennent l'uranium, elles sont pré-traitées sur les sites d'extraction pour former un composé qui s'appelle le yellow cake, hein, c'est cette matière jaune, qui est de l'uranium naturel, sous une forme de poudre plutôt jaune. L'uranium, alors on met ça au singulier, en réalité il y a ce qu'on appelle des isotopes, en gros c'est deux uraniums un peu différents. L'un qu'on appelle le 235 est le carburant pour les réacteurs nucléaires, c'est ce qui fait actuel, hein, c'est ce qui fait fonctionner les réacteurs nucléaires actuels. L'autre, qui s'appelle le 238, est plutôt un élément qui ralentit cette réaction. Donc, il y a plutôt tendance à limiter l'énergie que vous pouvez tirer pour les réacteurs actuels de l'uranium. Il se trouve que vous n'avez pas tout à fait assez de 235, donc de carburant pour le fonctionnement des réacteurs actuels. Et il va y avoir une opération d'enrichissement, c'est-à-dire pour augmenter cette part de 235 du carburant pour avoir une matière qui vous permet de faire de l'électricité. C'est ça l'opération d'enrichissement. Cette opération d'enrichissement, les procédés qui sont utilisés aujourd'hui demandent à ce que l'uranium soit sous une forme de gaz, c'est-à-dire que la centrifugation, qui a été évoquée dans la vidéo que vous avez vue, marche avec du gaz. Donc, il faut mettre l'uranium sous une forme qui peut être industriellement, c'est-à-dire pas trop chaud et pas trop, dans des conditions industrielles pas trop difficiles à atteindre, sous forme gazeuse. Et le seul composé qui permet de faire ça, c'est l'hexafluorure d'uranium, c'est le fameux UF6. Donc, vous allez devoir transformer, avant de faire l'enrichissement, l'uranium naturel, donc le yellow cake, en UF6. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. Et elle est faite en général en deux étapes, c'est-à-dire qu'une première étape vous permet de passer du yellow cake à de l'UF4, donc qui est un composé toujours solide, sous forme d'une poudre qui est plutôt verte, et une deuxième étape qui va passer sous l'UF6. Et donc l'UF6, c'est un composé qui, lui, cette fois-ci, est plutôt aussi solide dans les conditions normales, mais plutôt blanc. Vous faites l'enrichissement, donc d'un côté, une matière qui est enrichie qui va être utilisée dans les réacteurs, et de l'autre côté, une matière qui est appauvrie, hein, qui est entreposée aujourd'hui essentiellement sur le site de Pierre-Latte. L'opération suivante, ça sera de fabriquer les combustibles, comme je vous ai montré tout à l'heure, à partir des pastilles. Si vous voulez bien passer au suivant. Ces opérations, elles sont réalisées en France. Allez-y défiler le transparent, parce que comme ça va être un peu long. Donc, la conversion en deux étapes, hein, une première UF4, UF6, elle est faite, l'UF4, c'est le site de Malvézy, donc qui est près de Narbonne, dans le sud de la France. La transformation en UF6 se fait sur le site de Tricastin, dans l'usine Coste. Il va être enrichi au niveau de Georges Besse 2. Et l'usine de fabrication de combustible, elle est au niveau de Romans-sur-Isère, donc juste à côté de Valence. Il faut savoir que EDF utilise deux fournisseurs, Framatome, là vous avez les usines qui participent, Romans-sur-Isère, c'est l'usine de Framatome qui fait les combustibles, et un deuxième, Westinghouse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les matières qu'utilise EDF
peuvent être opérés dans des usines qui sont à l'étranger. Quand c'est Westinghouse, l'usine qui fabrique les combustibles, elle était en Suède. Si vous voulez passer au suivant. Donc, très rapidement, vous trouvez ça sur le rapport du Haut Comité à la transparence et à la sécurité nucléaire. C'est juste une idée des flux. L'uranium naturel, pour les besoins français, c'est de l'ordre de 8000 tonnes par an, qui permet d'obtenir à peu près 1000 tonnes d'uranium enrichi, donc qui va être utilisé dans les centrales, et à peu près un peu moins de 7000 tonnes d'uranium appauvri qui va être plutôt entreposé aujourd'hui. Si vous voulez passer au suivant. Toujours important, c'est les déchets. Alors, qu'est-ce que génèrent ces opérations comme type de déchets? Deux types de déchets qu'on appelle des déchets à très faible activité ou des déchets à faible moyenne activité vie longue. Donc, je dirais que ce sont des déchets, c'est pas les plus irradiants, c'est pas des déchets que vous allez trouver dans un stockage profond. On parle là plutôt de déchets qui vont être entreposés en surface. Très rapidement, si vous voulez bien passer au suivant, qu'est-ce qui se passe après? Donc, comme ce n'est pas l'objet du débat, je vais passer très très vite. L'uranium qui vient d'être produit, le combustible à base d'uranium naturel qui vient d'être produit va aller dans les réacteurs, il va y rester, donc il va être utilisé pour faire du courant, on va dire, entre 3 et 5 ans, ça dépend le type de combustible que vous avez. Après, il est entreposé dans des piscines à côté du réacteur. Alors, c'est très important qu'il soit dans une piscine parce qu'à ce moment-là, il est très chaud, très irradiant. Donc, l'eau a l'avantage de pouvoir refroidir et protéger contre les rayonnements ionisants. Une fois qu'il est resté suffisamment de temps pour que cette radioactivité, cette puissance thermique ait diminué, vous pouvez le transporter, si vous voulez bien continuer au suivant. Donc, ce combustible va être transporté sur le site de La Hague, d'Orano-La Hague, où il va rester quelques années également en piscine, toujours pour que sa puissance thermique, donc en gros sa radioactivité, diminue. Après, si vous voulez bien passer au suivant, il va être retraité dans les usines de La Hague, où il va sortir en gros trois flux. De l'uranium, parce qu'il reste quand même beaucoup d'uranium dans le combustible, hein, donc beaucoup de cet uranium, le 238, dont je disais tout à l'heure qu'il n'est pas utile pour les réacteurs tels qu'ils sont aujourd'hui, mais il est récupéré à ce niveau-là. Et puis, il y a d'autres composés d'uranium. Cet uranium va revenir sur le site de Pierre-Latte. C'est-à-dire que la fin, c'était aujourd'hui un entreposage sur le site de Pierre-Latte. Du plutonium, ce plutonium va être utilisé pour faire des combustibles MOX, donc un mélange de plutonium et d'uranium, qui va être également utilisé selon le même schéma dans les réacteurs nucléaires. Si vous voulez passer au suivant. Les combustibles MOX, une fois qu'ils sont refroidis, sont transférés sur l'usine de La Hague et pour l'instant sont en attente de définir leur devenir. Et le dernier transparent que j'ai de ma présentation, si vous voulez bien le passer, ce qu'il faut avoir en tête, parce que vous entendez parler d'un certain nombre de débats et d'évolution au niveau de Pierre-Latte, c'est que donc les deux ronds les 4 ronds qu'il y a sur le transparent, ce sont les fameux entreposages qui sont nécessaires à tout ce fonctionnement-là. Il y en a 2 qui sont normalement stables. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, il y en a un en ce moment qui ne l'est pas. C'est ceux au niveau des réacteurs, hein, parce que les réacteurs ont des piscines qui ne sont pas si grandes que ça. Et au niveau de l'entreposage de PU, qui en théorie est stable, mais ne l'est pas aujourd'hui pour des problèmes de fonctionnement, donc qui a tendance à augmenter. Et 2 qui, même si le combustible, le cycle, tel qu'on l'appelle, fonctionne correctement, continue à croître naturellement. Ceux au niveau de La Hague, les piscines de La Hague. Pourquoi? Parce que les combustibles MOX s'accumulent. Et c'est pour ça que vous entendez parler d'un projet d'augmentation des capacités d'entreposage des combustibles utilisés. Et au niveau de Pierre-Latte, l'entreposage de l'uranium de retraitement, qui peut être utilisé pour faire un combustible de type URE, mais qui est aujourd'hui qui est pas effectif aujourd'hui, qui est entreposé. Et c'est par exemple il y a quelques temps, c'est pas très vieux, il y a une installation au niveau de Pierre-Latte qui a été mise en service, qui s'appelle Fleur et qui est notamment utilisée pour cet uranium. Voilà très rapidement le contexte du cycle du combustible.
Merci de ces précisions, de ces éléments. On vous propose un premier échange qui serait plutôt de l'ordre de questions de compréhension à ce stade sur les interventions qui viennent d'avoir lieu, notamment de l'IRSN, et puis peut-être du retour de Madame Barthes sur ce qui s'est dit durant le débat public. Donc pour prendre la parole, l'idée c'est que vous utilisiez dans le bas de votre écran, il y a un petit onglet réaction sur lequel vous pouvez lever la main. Ou alors c'est dans participants selon votre version de Zoom pour nous signifier le fait que vous souhaitez vous exprimer. Et à ce moment-là, je vous donne la parole et vous pouvez activer votre micro et vous exprimer. Donc à ce stade, l'idée, c'est d'avoir plutôt un échange de l'ordre de la précision, de la compréhension, avant, dans la deuxième partie de réunion, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, d'être peut-être plus sur des prises de position et des expressions. Je ne sais pas s'il y a des choses qui appellent des questions de compréhension par rapport à ce qui vous a été présenté. On peut se donner une petite dizaine de minutes sur cet échange-là avant d'entrer sur la partie rôle des acteurs avec Orano puis EDF. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions de compréhension. Vous pouvez aussi utiliser le chat si vous préférez et le garant relaiera les questions si besoin qui apparaissent dans le chat. À ce stade, je ne vois pas de main levée. Je crois que ni de questions dans le chat. Je vous laisse peut-être encore 1 ou 2 minutes pour qu'il n'y ait pas de regret de compréhension, sachant que de toute façon, il y a encore la possibilité de poser des questions, y compris de compréhension, dans la deuxième partie de notre réunion, bien entendu. Donc, je le redis, pour poser une question, pour lever la main, en tout cas, dans l'onglet « Réaction » en bas de votre écran. Vous pouvez cliquer sur « Lever la main » ou, selon la version de votre application, c'est dans l'onglet « Participants » ou en cliquant sur la petite flèche, vous pouvez également lever la main. Monsieur Balland, allez-y. Oui, merci beaucoup, Madame Pic. Donc, je vois que ce n'est pas très facile de poser la première question. Et donc, si vous me permettez, une demande à Monsieur Lebars, peut-être de précision sur la fin de votre intervention. Est-ce que vous pourriez indiquer plus précisément les quantités en fait, entreposées sur le site de Pierre Latte, donc notamment d'URE? Parce que vous avez terminé sur ce point. Moi, je n'ai pas très bien saisi si ces quantités effectivement augmentaient et en gros, quelle était leur évolution et voilà, leur volume à peu près, quoi. Alors, l'uranium dit de retraitement, donc c'est l'uranium qui est ici, qui s'appelle l'URT, pas l'URE, qui est l'URT, qui est ici des opérations de retraitement. Alors, il y a à peu près, alors ces chiffres que j'ai en tête, 30 000 tonnes entreposées sur le site de Pierre Latte, à peu près là. L'ordre de grandeur, sachant que l'autre uranium, l'uranium appauvri, c'est à peu près 300 000 tonnes. Donc, c'est 30 000 tonnes. Cet uranium, dit d'uranium de retraitement, peut être utilisé pour faire un nouveau combustible qui s'appelle l'uranium URE, l'uranium de retraitement enrichi. Alors, pourquoi il y a une actualité autour de cet uranium, réenrichi? C'est que vous devez faire la même chose, c'est-à-dire reprendre l'uranium qui sort du retraitement et le réenrichir en uranium 235. C'est-à-dire que vous avez utilisé le combustible, le carburant, vous avez moins de carburant, vous avez besoin de remonter un peu le carburant. Cette opération-là, qui était prévue de reprendre, ça s'est fait dans le passé, et était prévu de reprendre par EDF, nécessite d'utiliser une installation en Russie. C'est la partie conversion, donc celle qui va transformer en UF6 pour faire l'enrichissement. La seule installation qui était capable, qui est aujourd'hui industriellement capable de le faire, est en Russie, parce que c'est pas les mêmes que les autres. D'où une difficulté. Évidemment, ça s'est arrêté avec le conflit en Ukraine, cette opération-là. Et aujourd'hui, il y a un accroissement de cet entreposage du fait que cette filière n'est pas déployée aujourd'hui. Merci. Monsieur Balland, est-ce que ça répondait à votre question? Oui, tout à fait. Je vous remercie pour ces précisions. C'était vraiment l'idée de donner effectivement au public
une vision très complète et je vous remercie encore pour la qualité de votre intervention. Et du coup, effectivement, d'amener ce sujet qui a déjà été évoqué dans des échanges dans d'autres réunions, mais qui est un de nos enjeux de la réunion de ce soir, effectivement. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Romary, juste pour confirmer le chiffre donné par Monsieur Le Bars, c'est 34 200 tonnes à fin 2021 Ouais, de quantité d'URT. Monsieur Desgranges, j'espère que je prononce bien votre nom. Je vous laisse ouvrir votre micro. Allez-y, votre micro est ouvert. Normalement, on doit vous entendre. Monsieur Desgranges, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous essayez de parler. Sinon, on a une question dans le chat. Monsieur Desgranges, je pense que c'est de votre côté qu'il doit y avoir un souci de micro, parce que sur l'application, votre micro est ouvert, mais ne s'active pas de votre côté. Monsieur Dubois, je vous laisse du coup prendre la parole. Il faut que vous activiez votre micro, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, il faut que vous cliquiez sur le micro pour qu'il s'ouvre. Oui, Voilà, voilà. parfait. Mais ça part un peu. Alors, je suis un petit peu éloigné de métropole actuellement, parce que je suis à 7000 km, donc on va avoir quelques petites interférences, mais je vous suis quand même. De mémoire, on avait le site de Cruasmes qui utilisait l'URT pendant un temps. Oui, ça a été utilisé jusqu'en 2013. Donc, le site de Cruas avait 2 réacteurs qui utilisaient ce fameux combustible URE. Ça a été arrêté en 2013 suite à par EDF dans les conditions en Russie. C'est-à-dire que les Russes avaient une installation qui faisait des rejets dans l'environnement qui était important et ça a conduit EDF à arrêter cette fourniture. Donc, les derniers ont été sortis en 2013. EDF a bien présenté un projet de reprise de cette utilisation après modification de l'usine en Russie pour limiter ces rejets. Mais vous avez raison, ça a été utilisé jusqu'en 2013 et ça représentait quelques milliers de tonnes de combustible. D'accord. Et en termes de souveraineté énergétique, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que la France se dote de moyens pour utiliser cet uranium? C'est pas à l'IRSN de répondre. Ah, mais je pose la question à la volée. Ouais. Je vais vous donner juste un élément, c'est que l'uranium dit de retraitement est constitué d'uranium 235, 238 dont j'ai parlé, mais également d'autres composés, c'est-à-dire d'autres isotopes d'uranium, et il reste toujours des résidus de produits de fission. C'est pour ça que vous ne remélangez pas ces 2 flux. C'est-à-dire que ça conduirait à polluer vos installations avec ces composés et que c'est vraiment des flux très différenciés. Distinct, bien sûr. Monsieur Garel, je crois que vous souhaitiez également intervenir et ensuite, Monsieur Cuvillier, vous souhaitiez probablement relayer les questions qui sont dans le chat. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais apporter des précisions. Donc, Jean Garel, directeur adjoint de la division du combustible nucléaire d'EDF. Sur la filière d'uranium de retraitement, peut-être quelques petites précisions. Effectivement, il y a sur le site de Pierre-Latte 34 000 tonnes d'URT. C'est une ressource très importante pour nous et on souhaite absolument la recycler puisque ça représente à peu près 4 années de production de notre parc nucléaire. Donc l'utilisation de l'URT, le premier bénéfice, c'est naturellement de ne pas aller chercher de matières naturelles dans les mines, dans des pays qui sont autres que la France. Le deuxième avantage de cette filière d'uranium de retraitement, c'est naturellement qu'elle émet beaucoup moins d'émissions de CO2. Donc c'est également très bon pour la planète. Et le fait est que cette matière soit présente en France nous renforce sur le caractère souverain. Pour répondre
aux interrogations de M. Dubois, vous avez tout à fait raison. Cruas est tout à fait en capacité de réceptionner de l'URT. La filière actuelle d'URT passe effectivement par l'usine de conversion russe que l'on a adaptée, puisqu'il y avait des sujets environnementaux. On leur a demandé de faire l'ensemble des investissements nécessaires pour qu'ils soient à l'optimum des critères environnementaux lors de l'étape de conversion. Et l'enrichissement est assuré également en Russie et chez un partenaire européen. Cette filière-là, elle a été relancée en 2018 par le conseil d'administration d'EDF et en validation avec l'État. Et donc, on est assez heureux de vous exprimer le fait que cette filière URT a bien été relancée et la première recharge qui va être intégrée sur la centrale de Cruas va être faite cette année. Et cette filière fonctionne absolument parfaitement, donc on en est ravis. Le rebond, puisque c'est un débat qu'on a déjà eu dans le cadre du débat de l'EPR2, c'est effectivement cette question de dépendance et de souveraineté. C'est un point qui est très important. Alors, on va en parler avec vous sur l'aspect de l'uranium naturel, sur la filière d'uranium naturel. Nous avons une pierre angulaire très claire sur la sécurisation d'approvisionnement en uranium. Nous souhaitons être dépendants d'aucun site, d'aucun pays et d'aucune société. C'est vrai sur la filière d'uranium naturel. Dans le cadre de la relance de la filière URT, on a eu besoin de tester cette relance-là au travers d'une seule filière, mais naturellement, notre volonté, mais cela prend du temps, c'est de diversifier la filière d'uranium de retraitement, et nous avons deux possibilités que nous sommes en train d'instruire. La première, c'est une diversification en Europe occidentale, en Angleterre. Et la deuxième, nous l'instruisons, nous sommes en train de regarder et d'étudier avec Orano comment nous pouvons construire et bâtir une filière souveraine sur l'URT pour assurer une pleine diversification de cette filière. Voilà, pour être très précis sur la filière URT, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et cette année, on sera ravis de relancer cette recharge d'URT sur le site de Cruas. Monsieur Dubois, vous avez tout à fait raison. Je passe la parole à Monsieur Cuvillier, garant de la concertation, qui va probablement relayer les questions du chat. Voilà, donc je vais relayer quelques questions du chat. La première, 2 fournisseurs pour EDF, Framatome et Westinghouse. Cela veut-il dire que les 12% de la quantité mondiale produite par Orano ne suffisent pas à fournir toutes nos centrales? Ça, c'est une question à laquelle que M. Garel vient d'aborder, me semble-t-il, dans sa réponse, mais peut-être qu'il pourrait compléter sa réponse très précisément en fonction de cette question. Oui. Alors, bien entendu, et j'aime faire le parallèle, malheureusement, dans ce contexte de crise. On a beaucoup entendu parler de problématiques de sécurité d'approvisionnement, que ce soit en gaz ou en pétrole. On a moins entendu, et c'est tout à fait naturel, de problématiques de sécurisation d'approvisionnement en uranium, parce que on assure, et depuis des décennies, une stratégie d'approvisionnement qui est basée sur 2 éléments indissociables. Le premier, c'est la diversification. Comme je l'ai dit et je le rappelle, sur l'uranium naturel, nous avons en stratégie pure et depuis très longtemps le fait de diversifier au maximum nos approvisionnements pour être dépendant d'aucun site, que ce soit un site minier, que ce soit un site de conversion, que ce soit un site d'enrichissement, que ce soit un site de fabrication, si on parle de l'amont du cycle de l'uranium, mais également nous permet de mitiger des risques géopolitiques tels que nous le vivons actuellement. Et donc ça, c'est un point qui est fondamental, et on garde cette pierre angulaire dans notre politique de sécurité de l'approvisionnement, avec associé à ça des contrats long terme pour donner de la visibilité à nos partenaires. Donc, est-ce que Orano aurait la capacité de traiter tout, je dirais, l'amont du cycle de l'uranium pour EDF? La réponse est oui. Orano a un portefeuille minier qui est en capacité, qui est supérieur à notre consommation annuelle. C'est également vrai en conversion, c'est également vrai sur la partie enrichissement. Donc, on est ravis puisque ça nous permet d'avoir une sécurité d'approvisionnement et une indépendance
pleine et entière sur l'amont du cycle d'uranium. Néanmoins, EDF doit mitiger des risques industriels. Je prends un exemple très simple. Si nous confions toute la production d'enrichissement à Orano sur le site de Pierre-Latte, si malheureusement, et nous ne l'espérons pas, il y a un problème technique ou un problème qui est lié au réchauffement climatique ou en différents éléments, des éléments techniques et industriels, on serait en grande difficulté et toute perte, pour vous donner un élément qui vous permet vraiment de mesurer l'importance de la sécurité d'approvisionnement, c'est que si nous avions dans l'ensemble de cette chaîne-là un manque de 1000 tonnes d'uranium, un manque, je dis bien, on serait dans l'incapacité de produire entre 60 et 70 TWh, ce qui mettrait la France dans une grande difficulté. Donc, très clairement, il faut bien comprendre d'un point de vue EDF que, naturellement, nous soutenons très fortement la filière française de l'uranium, mais on a besoin de mitiger l'ensemble des risques, qu'ils soient géopolitiques, industriels ou climatiques. Alors, je me permets juste d'intervenir parce que je pense qu'on empiète, entre guillemets, sur notre deuxième partie de réunion. Et je pense que ça recoupe des éléments qui seront présentés ensuite par EDF et Orano. Monsieur Cuvillier, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que les questions qui restent dans le chat relèvent peut-être de la deuxième partie de notre réunion avec des réponses qui vont être apportées dans l'intervention, puis peut-être qui pourront être reposées ensuite, si ça vous convient, sauf s'il y a certaines questions qui, de votre point de vue, doivent être posées dès maintenant. Non, je les ai bien notées et on les réabordera dans la suite de la réunion. Alors, il y avait une main levée de Daniel Finati. Est-ce que c'est une question de précision ou est-ce que c'est une question de fond qu'on abordera peut-être en deuxième partie de réunion? Je vous laisse activer votre micro. Oui, j'ai activé le micro. C'est sur le schéma des flux, etc., là, des matières. J'avoue que même en le regardant et en écoutant, j'ai trouvé que c'était ultra rapide. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un document qui présente une synthèse des flux sur une année de fonctionnement des réacteurs pour, je dirais, un citoyen comprenne quels sont les volumes de matière en jeu. On a parlé du RT, du RE. Enfin, vous voyez, il y a du jargon là, même en étant du métier, on a un peu du mal à suivre. Enfin, je vais savoir s'il y a vraiment un document assez pédagogique donnant ces flux pour une année de fonctionnement de nos réacteurs et en indiquant où sont les problèmes. C'est-à-dire, une fois qu'on a une idée des quantités, des flux, et de bien signaler aux citoyens où sont les problèmes actuels de tout ce cycle du combustible. Parce que, évidemment, j'ai bien entendu qu'il y avait des problèmes de stockage, etc. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça existe ou est-ce que ce serait possible d'avoir ça? Je trouve que ce n'est pas assez clair, tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on réponde sur cette question, que si c'est un document qui est en ligne, on puisse mettre peut-être le lien dans la conversation pour tous ceux qui souhaiteraient s'y rendre, et qu'ensuite, on continue sur la deuxième partie de notre réunion. Alors, je vais répondre qu'il y a un document qui est très bien fait, qui est pluraliste, donc qui a été fait par un ensemble de personnes, qui est le document du HCT-ISN de 2018, qui présente les flux et les difficultés. Je vous mets le lien je vous le mets en lien. Et c'est vraiment le document le plus pédagogique qui devrait répondre à votre question. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive avec notre deuxième partie de réunion, donc sur le rôle des acteurs dans le cycle du combustible, avec une intervention à deux voix d'Orano et d'EDF pour une quinzaine de minutes avant de revenir aux échanges avec le public et notamment de revenir sur les questions qui ont été posées dans le chat que M. Cuvillier relaiera dans cette deuxième partie. Allez-y. Je vous laisse commencer peut-être sur… Jean-Michel, je crois qu'on nous entend. Voilà, d'abord, je parlais effectivement dans le vide. Une intervention, on en a une présentation commune et on va se répartir. Et donc, EDF, Julien va commencer par présenter le cycle du combustible. Ça va un peu redire ce qui a été dit avant, mais ça permet de reclarifier. Et puis la temporalité de tout ça.
Bon, donc effectivement, enfin, il y a une excellente représentation de l'IRSN, mais on voulait juste revenir sur les fondamentaux du cycle de combustible qui est, et j'ai bien entendu, complexe hein, pour le grand public. On a essayé de simplifier la représentation pour que ce soit clair, je dirais, pour tout le monde. Sur le cycle du combustible, on a un élément très très important, c'est que naturellement, le minerai, quand on parle d'uranium naturel, on doit aller le chercher dans les mines. On doit ensuite en assurer sa conversion, l'enrichir, puisqu'on a cette nécessité de l'enrichir afin qu'il soit utilisé dans le cadre des centrales nucléaires. Naturellement, cette poudre-là, nous ne pouvons pas les mettre dans les réacteurs de manière si simple. Pourquoi? Puisqu'on a besoin de construire les assemblages. Ces assemblages-là réceptionnent effectivement l'uranium enrichi, mais servent aussi de première barrière de sûreté dans le cadre de la réaction dans les réacteurs nucléaires. Suite à l'utilisation dans les réacteurs nucléaires, on arrive ensuite à, comme ça a été précisé, à décharger le combustible dans les piscines en proximité des centrales nucléaires pour ensuite, après un certain temps, l'envoyer sur l'usine de traitement de combustible usé, pour être très clair, du côté de La Hague. Un élément, et c'est pour ça qu'on parle de cycle de combustible, et c'est pour ça que l'on travaille assez fortement et étroitement avec Orano sur le sujet, c'est d'une part, on a cette responsabilité de recycler le plutonium. Et donc nous avons, Orano a une usine qui s'appelle Melox, qui assure à la fois le retraitement et qui nous permet justement de pouvoir refabriquer des assemblages avec du plutonium. Et nous avons, et c'était mon propos liminaire en cas de réaction de la filière d'uranium de retraitement, l'autre partie, donc 95% de la matière qui est l'uranium de retraitement, qui est situé effectivement sur les sites d'Orano. Nous avons maintenant cette capacité de réactiver cette filière-là. Et donc, nous allons procéder à la première recharge d'uranium de retraitement sur le site de Cruas, cette année. Donc voilà, quelque part, quand on parle de cycle de combustible, c'est celui-là, c'est un cycle qui tourne, c'est un cycle qui est fait finalement avec 3 pattes et 3 filières. La filière d'uranium naturel, la filière de plutonium, donc l'acronyme que l'on utilise qui est le MOX, et la filière d'uranium de retraitement. Ce qu'on voulait éclairer ensuite sur le slide suivant, c'est qu'il y a une temporalité, comme l'explicitait Jean-Michel. On peut peut-être passer au slide suivant. Voilà, une temporalité où on appelle ça l'horloge du cycle du combustible en France. Et donc, c'est là où les décisions stratégiques prennent du temps et sont sur le temps long. Pourquoi? Puisque le cycle du combustible, finalement, on peut le résumer à un cycle de 15 ans. Un cycle de 15 ans, pourquoi? Parce que en amont du cycle, prendre le minerai dans les mines d'uranium, le convertir, l'enrichir et assurer la fabrication des assemblages prend à peu près 3 années, si on doit le dire comme ça. On utilise en fonctionnement dans les centrales nucléaires ce combustible-là pendant 4 à 5 ans. Il reste entre 1 et 4 ans, et ça dépend du type de combustible, dans les piscines quand ils sont déchargés. Et ensuite, on les transfère à La Hague pour environ 7 ans et on assure le retraitement derrière. Et donc, vous voyez ensuite la boucle qui revient sur l'uranium de retraitement et de plutonium et qui nous permet de faire un cycle complémentaire et d'économiser de la ressource naturelle. Jean-Michel, c'est à toi. Pour passer à la planche suivante. Là, on redécrit à nouveau ce qu'a un peu dit monsieur Igor Lebars tout à l'heure sur quelles sont les opérations finalement qu'on réalise à partir du minerai d'uranium et du yellow cake qu'on a obtenu donc apporté en France. Donc la première étape se passe à Malvézy, où on transforme ce yellow cake en uranium dans un composé fluoré d'uranium, de l'UF4, hein, ça a été dit, qui permet ensuite de le transformer dans un autre composé fluoré, l'UF6, pour pouvoir être enrichi. Donc cette deuxième étape
de transformation en UF6 se passe au tricastin, et l'ensemble de ces deux étapes, transformation en UF4 et transformation en UF6, s'appelle la conversion. Et donc là, les installations donc, sont sur les deux sites de Malvézy et de Tricastin. Globalement, Orano dispose d'à peu près 40% de la capacité de conversion occidentale, dont une partie est destinée à EDF, mais pas que. Il y a également nos autres clients à l'international qui disposent également de cette capacité de conversion, ou en équivalent tonnes, 15 000 tonnes de capacité installée. Et donc, on a une capacité largement suffisante pour alimenter notamment GB2 si besoin. Voilà. Ensuite, l'étape suivante consiste à enrichir en uranium-235 l'UF6. Donc, c'est l'étape d'enrichissement qui se passe elle aussi sur le site du Tricastin. Et donc, c'est notamment l'objet du projet d'extension là sur lequel on va revenir. Qui correspond là, cette fois-ci, cette capacité à 30% de la capacité d'enrichissement occidental. Ça avait été dit en préambule, et d'autres pays en disposent, dont la Russie, et d'où ce projet d'extension des capacités de GB2 pour s'affranchir de la production faite par les Russes à la demande de différents clients occidentaux. Donc cet enrichissement en uranium 235 permet donc de produire de l'uranium dit enrichi, donc à des valeurs entre 3 et 5% d'uranium 235, compatible avec ce que demandent les clients électriciens pour mettre dans leurs centrales, et donc ensuite fabriquer le combustible qui ira dans les centrales. Et en enrichissant le combustible, rien ne se perd, rien ne se crée, on obtient de l'uranium dit appauvri, qui, lui, a une quantité d'uranium 235 aux alentours de 0,2-0,3%. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que l'uranium naturel contient à peu près 0,7% d'uranium 235. On fera un petit zoom tout à l'heure sur l'uranium appauvri. On a pris cette initiative puisque c'est un des sujets qui revient assez régulièrement sur la gestion de cet uranium appauvri. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. En termes de capacité, j'ai dit 30% de capacité d'enrichissement occidentale. Actuellement, la capacité installée est de 7,5 millions d'UTS, ça avait été dit également en préambule, et le projet consiste à aller jusqu'à potentiellement 11 millions d'UTS, donc ce qui permettrait effectivement d'alimenter plus que de besoin si on prend cette comparaison, la France, mais ce n'est pas destiné, cette augmentation de capacité, une fois de plus, à EDF, c'est destiné à d'autres clients. Voilà. Donc peut-être aussi pour finir sur cette planche, pour préciser que nos installations de Malvézy et de Tricastin ont été renouvelées. On dispose désormais d'installations vraiment au niveau, aux meilleurs standards internationaux, et donc des installations les plus modernes qui existent pour répondre aux besoins de nos clients. Si on peut passer sur la page suivante. Alors c'est le combustible, là, je redonne la main à Julien, puisque ce n'est pas Orano qui s'occupe de fabriquer le combustible. Oui, donc effectivement, mais ça a été présenté du côté URSN, donc on a souhaité quand même vous mettre des photos des assemblages pour bien exprimer effectivement que l'uranium est intégré sous forme de pellets dans les crayons, et ça assure effectivement l'assemblage que vous voyez. Donc il y a deux formes, il y a la forme de Framatome et le design de Westinghouse. De la même façon, comme sur l'ensemble des étapes du cycle, on assure une certaine diversification pour assurer notre sécurité d'approvisionnement. Voilà, sur la planche suivante, on a la dernière étape du combustible. Donc ce combustible, donc, une fois fabriqué, a été mis en centrale. Ça a aussi déjà été un peu expliqué. Une fois qu'il a produit l'énergie qu'il avait à produire, on obtient du combustible dit usé. Et donc ce combustible usé est dans une première étape d'abord traité à La Hague, avant d'être ensuite transformé à Melox, le plutonium transformé à Melox. Donc à La Hague, c'est une opération en fait de séparation qui nous permet d'un côté de récupérer ce qu'on appelle les matières, et d'un autre côté les déchets, dont les produits de fission. Vous voyez apparaître ici que
dans le combustible usé, on a à peu près 95% d'uranium, c'est ce fameux uranium de retraitement, qu'ensuite on peut potentiellement enrichir pour obtenir de l'uranium de retraitement enrichi, et donc recharger potentiellement dans des centrales de l'électricien. Le plutonium, 1%, lui permet de fabriquer du combustible dit MOX, d'oxyde mixte, où on utilise d'ailleurs au passage un petit peu d'uranium appauvri en tant que support qu'on mélange au plutonium pour obtenir ce fameux combustible MOX. Et puis les produits de fission et autres déchets, actinides mineurs, seront ensuite conditionnés dans des colis vitrifiés pour ce qui concerne justement les produits de fission, destinés à être ensuite stockés dans le stockage profond CIGEO lorsqu'il sera en opération. En attendant, ils sont entreposés sur le site de La Hague dans des entreposages dédiés à cet effet. Et puis les parties métalliques, elles, sont également conditionnées dans des conteneurs standards, donc des conteneurs dits de déchets compactés. Donc on compacte les déchets métalliques pour en réduire leur volume. Et de la même manière, ces colis de déchets compactés sont entreposés sur le site de La Hague dans l'attente d'être ensuite stockés dans le stockage profond CIGEO. Donc voilà les opérations faites par Orano sur l'aval du cycle. Et donc, a priori, ça donne une vision un peu complète de toutes ces activités. Et pour finir la présentation, donc un petit zoom, comme je l'ai annoncé, sur la partie enrichissement, et donc l'obtention surtout de l'uranium appauvri. Donc on l'a un peu dit, de manière à enrichir en uranium 235 l'uranium naturel. Donc on utilise un procédé de centrifugation qui nous permet d'obtenir d'un côté de l'uranium enrichi et de l'uranium appauvri de l'autre côté. Pour donner les proportions, c'est à peu près 90% d'uranium enrichi pour 10% d'uranium appauvri. Et donc, cet uranium appauvri ensuite est entreposé dans le principe où c'est bien sûr l'enrichisseur qui, et c'est les standards internationaux, qui est propriétaire de cet uranium appauvri et en garde la propriété pour éventuellement une réutilisation. Et donc cet uranium appauvri, même s'il est appauvri, a encore une valeur. Si on peut passer sur la planche suivante. Puisque vous voyez ici à titre de comparaison, vous avez vu apparaître un peu tout à l'heure que le plutonium lui-même avait déjà une valeur énergétique importante, et c'est pour ça qu'on récupérait, même si c'était qu'1% de la matière présente dans le combustible usé, 1 gramme de plutonium, c'est l'équivalent d'une tonne de pétrole. De la même manière, 300 grammes d'uranium appauvri, c'est l'équivalent d'une tonne de pétrole. Et donc on a aussi potentiellement la possibilité de le réutiliser, puisqu'il a une certaine valeur énergétique. Toutefois, on va le réutiliser dans certaines conditions que je vais vous expliquer ensuite. Si on passe sur la page suivante. Voilà. Donc, alors, je mentionne, et je l'ai dit tout à l'heure, que cet uranium appauvri est déjà utilisé, mais dans des petites quantités, à peu près 100 tonnes par an, pour fabriquer du combustible MOX. Tout ça, il faut le relativiser par rapport à la quantité globale actuellement entreposée sur les sites du Tricastin et de Bessines. Ils sont entreposés de manière sous forme d'ultrazoïde, de manière très stable et donc sans enjeu particulier en termes de sûreté. Et donc, il y a à peu près 330, un peu plus de 330 000 tonnes d'uranium appauvri qui sont aujourd'hui entreposées sur ces deux sites. Voilà, et donc on utilise une centaine de tonnes, je l'ai dit, pour le MOX. Les quantités restantes ont une valeur, comme je l'ai précisé, et donc de manière à pouvoir le réutiliser, potentiellement on peut le réenrichir. Le choix du réenrichissement, c'est déjà fait dans le passé. On a déjà réenrichi dans le passé 60 000 tonnes d'uranium appauvri pour en faire de l'uranium à nouveau enrichi, réutilisable dans des combustibles pour être de nouveau chargé dans des centrales nucléaires. Ce choix du réenrichissement se fait en fonction des conditions économiques, donc en fonction du coût de l'uranium naturel, en fonction du coût de la conversion, en fonction du coût de l'enrichissement. Et à partir du moment
où le coût de la conversion, le coût du réenrichissement sont plus compétitifs que le coût de l'uranium naturel, eh bien, on a intérêt à réenrichir cet uranium appauvri pour le réutiliser. Et donc, la première des choses, cet uranium appauvri, c'est considéré aujourd'hui comme une mine d'uranium, au même titre que d'autres mines. Et l'équivalent qu'on a aujourd'hui, les 330 000 tonnes que j'évoquais, c'est l'équivalent, si on décidait d'utiliser la totalité de cet uranium appauvri pour refabriquer du combustible, c'est l'équivalent de 7 à 8 ans de consommation d'uranium pour le parc français. Voilà. Mais comme je l'ai dit, cette décision dépend de critères économiques. Et aujourd'hui, cette décision, en tout cas le contexte économique fait que actuellement, nous ne le faisons pas, mais que de manière prospective, nous serons amenés à le faire à partir du moment où l'uranium naturel, dont son coût augmentera. Toutefois, au-delà de ça, il est clair que sur le moyen terme, on se pose également la question de finalement l'utilisation alternative de cet uranium appauvri. Et donc, on a lancé tout un programme de R&D pour trouver des solutions dites alternatives qui pourraient permettre de réutiliser cet uranium appauvri sur d'une perspective, cette fois-ci, plus au moyen terme. Hein. Autant le réenrichissement est quelque chose d'acquis, qu'on sait faire, et si on souhaitait le faire dans GB2, j'avais vu d'ailleurs que c'était une question dans le chat, eh ben on pourrait le faire. Autant sur la partie R&D, ça prend un peu de temps en termes de démonstration. Et donc, vous voyez apparaître 4 solutions qui sont mises en avant. Et on utilise là plus la capacité, on va dire, énergétique de l'uranium appauvri. On utilise ses caractéristiques physico-chimiques, notamment pour la première, qui est le blindage radiologique, hein, ce qui permet de protéger de radiation. Et une des pistes qu'on travaille de manière très sérieuse, c'est l'utilisation de cet uranium appauvri dans du ciment, du béton, pour fabriquer soit des composés qui iraient dans CIGEO, soit des colis, et donc qui iraient ensuite être stockés, parce que cet uranium appauvri permettrait de rendre plus robuste le béton et en plus de protéger, de faire un blindage, comme je l'ai dit, radiologique. On a également d'autres pistes qu'on travaille, l'utilisation sous forme de batterie ou alors de stockage de chaleur ou de catalyseur. Et donc, on fait des explorations dont on attend les résultats dans les prochaines années. Et puis, à long terme, cet uranium appauvri sera aussi utilisé dans des réacteurs de 4e génération, sachant que ce sera à ce moment-là des quantités aussi qui seront quand même relativement réduites. Hein. On parle à l'époque où on parlait de mettre en place des réacteurs de type RNR de manière un peu généralisée, c'était une consommation de l'ordre de 3000 tonnes par an. Donc on voit qu'on mettrait un certain temps avant de consommer tout le stock que j'évoquais tout à l'heure. C'est pour ça que les actions de R&D que je mentionne là restent intéressantes et utiles en termes d'alternatives à l'utilisation en réacteur. Voilà, je pense avoir fini sur cette partie-là et donc ça clôt notre présentation. Merci de ces éléments. Je propose de passer la parole en ouverture de notre séquence d'échange à la SFEN, puis à Negawatt, pour exprimer leur point de vue et éventuellement leur réaction sur ce qui vient d'être présenté. Donc Valérie Faudon pour la SFEN, je vous laisse vous exprimer. Absolument. Oui, alors je voudrais rajouter 2 points par rapport à ce qui a été dit. Un premier point qui concerne l'impact, les bénéfices environnementaux de l'usine GB2 en France. Il faut savoir que le nucléaire est classé au niveau mondial parmi les énergies bas carbone par le GIEC, avec un taux d'émission sur l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire les émissions pendant les constructions des centrales nucléaires, pendant la fabrication du combustible, le démantèlement et la gestion des déchets, qui est très bas, qui est de l'ordre de 12 grammes de CO2 au kilowattheure, ce qui est l'équivalent de l'éolien. Mais en France, on est capable de faire descendre ces émissions de cycle de vie à 4 grammes, donc 3 fois moins encore qu'au niveau mondial, grâce au fait en particulier que la phase d'enrichissement de l'uranium est faite à GB2 avec de l'électricité bas carbone. Voilà. Ce qui fait qu'on a un très bon bilan environnemental, encore meilleur que les autres pays
sur notre utilisation de l'énergie nucléaire, et c'est vraiment lié à GB2. L'autre point, et je pense que ça n'a pas été dit, mais ça sera peut-être couvert dans la prochaine visio dont vous parliez, c'est qu'il n'y a que 4 grands enrichisseurs mondiaux, donc c'est un marché très fermé. Et donc, la France en fait partie. Donc, je pense qu'on peut vraiment être fier d'avoir cette capacité et d'avoir cette usine. C'est vraiment un enjeu de souveraineté très important pour nous, même si, bien sûr, on a des stratégies de diversification. Et donc, on a une chaîne complète, c'est-à-dire à partir du moment où l'uranium arrive sur notre sol, on est capable tout à fait, on a une chaîne complète, comme on l'a expliqué M. Lebars, pour la conversion, l'enrichissement, la fabrication du combustible. Donc, c'est vraiment un point de souveraineté extrêmement important et de résilience, de robustesse de notre chaîne d'approvisionnement. Et je voudrais rappeler que on a du coup, avec les stocks d'uranium appauvri dont a parlé M. Romary, l'équivalent de 8 ans de stock sur 8 ans sur notre sol, voilà, à comparer aux quelques mois de gaz qu'on a en stock. Voilà. Donc, c'est vraiment une grande force et un point vraiment important voilà, pour notre Merci. Merci de votre intervention. Je passe la parole à M. Marignac pour Négawatt, comme pour Mme Faudon, pour environ 3 minutes pour qu'on puisse passer aux questions. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ça va être difficile parce que j'ai entendu beaucoup d'informations, mais j'ai entendu… Vous allez intervenir ensuite, hein, je vais commencer par ça. J'ai entendu aussi beaucoup de simplifications et beaucoup d'omissions, notamment de la part des 2 industriels qui se sont exprimés. Donc, je vais essayer de clarifier quelques points. D'abord, je pense qu'il faut arrêter de parler du cycle du combustible et qu'il faut parler de chaîne du combustible ou peut-être mieux encore de parcours du combustible. Mais il faut surtout arrêter de présenter des schémas complètement circulaires comme ça a été fait en début d'intervention d'Orano et d'EDF. C'est tout simplement une terminologie et une présentation qui sont aujourd'hui contraires aux recommandations même du rapport du Haut Comité de 2018 qui a été mentionné et qui fournit effectivement une représentation beaucoup plus claire. Rapport du Haut Comité auquel les industriels ont contribué. Donc, cette représentation, elle n'est pas plus simple. Elle est beaucoup plus simpliste et elle retire toute la complexité qu'il y a derrière justement cette gestion du combustible et l'accumulation de toute une série de matières dites valorisables qu'il faudra réutiliser un jour. Alors, ça a notamment une importance lorsque on présente des enjeux d'utilisation croissante d'uranium enrichi, comme ça a été présenté en opportunité au début de cette réunion, parce que ces matières valorisables, pratiquement 100 tonnes de plutonium depuis qu'on le recycle, qui sont accumulées sans réemploi, l'uranium de retraitement, et il a été évoqué la possibilité de le réutiliser avec beaucoup de flou sur le fait que ce soit la Russie ou pas la Russie, mais ça, je pense que ça sera la discussion de la prochaine réunion. En tout cas, toute réutilisation de ces matières, évidemment, vient réduire les besoins d'enrichissement de nouvel uranium. Et quand on projette ça dans une évolution à la baisse du parc de réacteurs en Europe, il y a une contradiction en fait entre le discours sur l'opportunité et le discours sur le recyclage. Ça, c'est vraiment un premier paquet important. En termes de transparence, je voudrais simplement souligner qu'on nous a parlé de bilan européen. L'IRSN a mentionné, et c'est un rapport important, les données que fournit Euratom, mais on n'a pas, et EDF ou Orano ne l'ont pas précisé ici, de données sur effectivement le bilan en termes d'approvisionnement en uranium et en uranium enrichi du parc nucléaire français. Et moi, je demande à ce que ces chiffres soient donnés précisément dans le cadre de ce débat. Mon troisième et dernier point, c'est la question de la réutilisation. Parce que j'attendais avec impatience quand même qu'on mentionne le fait que l'uranium appauvri est effectivement, selon les règles internationales, propriété de l'enrichisseur. Ça veut dire que lorsque
Orano projette d'enrichir davantage de combustible pour des clients étrangers. Orano projette d'entreposer en France plus d'uranium appauvri. Et quand on sait que cet uranium appauvri sera, c'est déjà écrit d'avance pour une bonne partie, requalifié un jour en déchets, parce que les perspectives de réutilisation qui ont été données ne seront jamais suffisantes pour écouler tous les stocks d'uranium existants. C'est effectivement un vrai problème et une question qui mérite d'être débattue. Je voudrais juste, pour finir sur la question de valorisation, d'abord que les valorisations de type blindage radiologique, etc., qui ont été données relèvent d'une logique de libération de déchets radioactifs qui aujourd'hui n'est pas autorisée, qu'il a été oublié de mentionner une banalisation qui existe aujourd'hui à l'échelle internationale, qui est celle d'usage en blindage militaire ou en munitions, malheureusement, et que effectivement la réutilisation éventuelle dans des réacteurs de 4e génération ne sera, à supposer qu'il soit mis en œuvre un jour, jamais de nature à écouler tous les stocks. Autrement dit, je le répète, une bonne partie de l'uranium appauvri dont les stocks vont augmenter avec le projet d'Orano restera comme déchet en France, ce qui, au passage, est contraire à l'esprit de la loi qui interdit le stockage en France de déchets d'origine étrangère. Merci de ces éléments complémentaires. Avant de rouvrir la parole à la salle, je propose à M. Cuvillier de relayer les questions qui avaient été posées tout à l'heure dans le chat et qu'on avait renvoyées à cette deuxième partie. Je vous laisse, M. Cuvillier, poser les questions qui n'auraient pas trouvé réponse dans la présentation, et puis ensuite on pourra prendre de nouvelles questions. Il y avait des questions qui posaient effectivement sur la réutilisation des stocks, notamment la possibilité de réenrichir l'uranium appauvri dans l'usine GB2. Et puis, Orano compte-t-elle dans son usine traiter de l'URT pour en faire de l'URE? Je pense que ces deux questions ont été répondues à travers les exposés de EDF et d'Orano. Mais si la personne qui les a posées n'a pas trouvé sa réponse, qu'elle le dise dans le chat et on les reformulera explicitement. Deuxième question, c'est une question qui porte sur les volumes. Si on met de côté l'augmentation globale à venir en besoins énergétiques, ça n'est pas dit dans la question, mais je suppose c'est dans le cadre d'une éventuelle extension des centrales nucléaires françaises. Quel est l'impact de la création de l'extension de Georges Besse 2 sur la quantité d'uranium stocké sur l'ensemble des installations françaises? C'est une question qui n'est pas facile, on ne sait pas très bien si c'est à Orano ou à EDF de répondre, probablement une réponse à deux voix. Peut-être on peut juste relayer les dernières questions pour faire une réponse globale sur les différents sujets. Alors, deuxième sujet, ça porte sur les organismes de surveillance environnementale. La question, c'est pouvez-vous préciser quels organismes de surveillance environnementale dont les comptes rendus seraient accessibles ou sur quelles sources vous basez-vous pour affirmer que de meilleures conditions moins polluantes de réenrichissement d'URT pour faire de l'URE se font actuellement en Russie, celles qui vont être utilisées prochainement à Cruas. Ça spécifiquement pour EDF. Et puis peut-être la question sur la concertation elle-même, sur le choix d'une webconférence. Peut-être que avant qu'on réponde sur le fond, les garants ont peut-être une réponse à apporter puisque vous êtes interpellés directement sur ce format de webconférence. Alors, je ne l'ai pas sur c'est la question, quel labyrinthe pour parvenir à vous joindre sur cette webconférence, avec l'idée que la visioconférence est excluant, et merci à Orano de le noter et aux garants de le consigner. Ok, oui, c'est d'accord. Bon, ben voilà, merci d'avoir formulé la question. Donc ça, ce sera peut-être à la CNDP de répondre. Donc on commence par répondre peut-être sur le fond, sur les questions liées au cycle du combustible, sur les trois questions que M. Cuvillier vient de relayer, soit sur la partie réutilisation, qui a déjà eu des réponses à la présentation, mais vous avez peut-être des compléments, le volume et la surveillance environnementale.
Moi, je veux bien répondre essayer de répondre sur la partie est-ce que ça va changer les stocks d'uranium ou et les quantités d'uranium entreposées. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir en plus nécessairement tout compris. Je peux déjà répondre partiellement sur il y aura bien sûr un impact en termes de si l'extension se fait en termes de quantité d'uranium appauvri qui sera produit. Dans le sens où on augmente en gros la capacité de l'installation GB2 d'à peu près 30%. Et donc, ça amènerait à augmenter la production d'uranium appauvri d'à peu près 2000 tonnes par an par rapport à aujourd'hui où on en produit à peu près 6000. Hein, c'est les ordres de grandeur que je donne par an. Voilà, donc d'où les fameux 330 000 tonnes que j'évoquais tout à l'heure. Je précise pour aussi répondre à M. Marignac que certes, on devient propriétaire de l'uranium appauvri puisque c'est le principe. Donc, en l'occurrence, GB2 étant a priori, et l'extension, pardon, étant a priori dédiée à des clients étrangers, donc d'uranium appauvri, mais en parallèle, je veux dire, EDF fait appel à d'autres enrichisseurs pour produire donc de l'uranium enrichi dans d'autres installations Corano. Donc, et donc, ces autres enrichisseurs deviennent aussi propriétaires de l'uranium appauvri. Donc, tout ça s'équilibre, on va dire, globalement, en termes de flux. Après, sur les stocks d'uranium enrichi, là, a priori, mais EDF répondra, ça se gère en flux. Donc, il n'y a pas d'impact. Je veux dire, on ne produit l'uranium quand on a des contrats avec des clients. Et donc, l'uranium ensuite est géré en flux en fonction du besoin. Ça n'augmente pas les stocks intermédiaires, on va dire, de matière. Cette extension n'augmentera pas les stocks intermédiaires de matière. Peut-être, oui, je vous laisse. Ouais, peut-être répondre. Donc, il y avait deux choses, hein, me semble-t-il. Il y avait le sujet environnemental et il y avait le sujet de l'impact si il y a une question de prolongation du parc et EPR2. Alors, EPR2, on a déjà répondu hein, en disant que les EPR2 et le combustible qui est nécessaire sur le PR2 n'a absolument aucun impact sur les activités du cycle du combustible. Donc, je ne vais pas réexpliciter les sujets. Quant à une prolongation du parc, c'est exactement la même chose. Hein. On va utiliser les mêmes combustibles, donc il n'y a pas d'impact en tant que tel si des décisions étaient prises. Sur le sujet environnemental et de l'URT, hein, pour être très très clair, et on est très objectif là-dessus, en 2013, on a arrêté la filière d'uranium de retraitement, notamment avec les Russes, c'est que les principes de stockage, notamment sur la partie conversion, sur les résidus de procédés, ne nous satisfaisaient absolument pas, pour être très clair, ne satisfaisaient pas aux normes habituelles et ce que l'on attend, nous, en termes de qualité. Donc, c'est pour ça que nous avons arrêté et pris la décision d'arrêter en 2013. En 2018, on a demandé à nos parties prenantes russes de faire les investissements nécessaires justement pour mettre aux normes et aux procédés. C'est pour ça que je parle de meilleurs standards, hein, je parle de vitrification, je parle de l'ensemble de ces éléments-là. Et nous nous étions engagés auprès du conseil d'administration et aussi devant le PMGMDR de ne pas relancer cette filière URT si ces installations n'étaient pas systématiquement auditées, et c'est ce que l'on fait, on les audite au fur et à mesure. L'usine de vitrification a été auditée et certifiée conforme. Elle est pleinement utilisée justement sur ce premier cycle. Et c'est dans ce contexte-là que j'exprime le fait que les standards, les meilleurs standards environnementaux d'un point de vue conversion comme d'un point de vue enrichissement sont totalement sécurisés, même avec nos parties prenantes russes. C'est notre responsabilité, on les audite et on a une obligation d'audit permanente puisque tous les 3 ans, tous les sites que nous utilisons, qu'ils soient miniers, d'usines de conversion ou d'enrichissement, sont audités par nos soins.
Merci. Alors, je reprécise que vous pouvez lever la main pour demander la parole et vous exprimer si vous avez des questions, des observations, des remarques. Et peut-être Monsieur Cuvillier, pour l'instant, il n'y a pas de main levée. Donc, Monsieur Cuvillier, si vous souhaitez relayer à nouveau des questions du chat, puisqu'il y en a encore quelques-unes. Votre micro est coupé, Monsieur Cuvillier, il faut que vous l'activiez. Oui, excusez-moi. Oui. Pour une question toujours sur la question de l'URT. La réponse est dans le chat aussi. Oui, je confirme, je peux peut-être, oui, c'était pour confirmer, effectivement, ça, on n'a pas complètement répondu. Aujourd'hui, si on veut, Alors, si on voulait, excusez-moi, comme tout le monde n'a pas forcément lu la question, Monsieur Cuvillier, si vous pouvez la relayer, tout le monde n'a pas forcément lu le chat pour qu'on puisse tous suivre. La question, c'était c'était de savoir si GB2 produirait de l'URE. Alors, aujourd'hui, on a la capacité déjà à la demande de nos clients, et en l'occurrence à la demande d'EDF, d'enrichir de l'uranium de retraitement pour le transformer en uranium de retraitement enrichi dans des modules existants de GB2, on pourrait le faire, mais en tout cas, l'extension de GB2 ne serait pas dédiée à faire ça. Si on devait le faire, ça serait dans des modules actuels. Ça confirme la réponse qui avait été donnée dans le chat, effectivement. Monsieur Dubois, je vous laisse activer votre micro. Monsieur Dubois, vous m'entendez? Oui. Vous avez, Oui, voilà. oui. Parfait. Vous m'entendez? Bien. Oui, oui, allez-y. Oui, c'était une remarque, alors peut-être que je ne l'ai pas très bien comprise. Monsieur Marignac nous disait qu'il y avait beaucoup de simplification et d'omission de la part des industriels. Alors, une première remarque, moi, à la lecture du dossier d'Orano, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations d'ailleurs assez pédagogiques, pas forcément très complexes, mais heureusement, parce que un collègue tout à l'heure a signifié que c'était déjà très complexe. Donc, merci au présentateur de nous retirer un petit peu de complexité pour une meilleure approche des problématiques. Ou alors, je n'ai pas très bien compris ce que disait M. Marignac. D'autre part, M. Marignac nous dit aussi qu'il y a une baisse sensible du nombre de réacteurs, une baisse du nombre de réacteurs en Europe. Moi, de ce que je lis actuellement, dans la presse, dans les médias et autres, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de réacteurs qui vont s'arrêter dans certains pays, mais il y a beaucoup d'autres pays qui désirent et se mettent en marche pour mettre en œuvre des réacteurs nucléaires de telle génération. Voilà juste 2 points. Pour le reste, bon, ça c'est en dehors du débat, en dehors du cycle. Je veux bien réagir sur ces 2 points. Oui, après, peut-être juste, je me permets, il y a d'autres questions dans le chat que M. Cuvillier souhaitera peut-être relayer. Et puis, vous avez fait une remarque dans M. Marignac dans le chat que vous pouvez peut-être relayer directement à l'oral puisque vous prenez la parole. D'accord, alors je vais commencer par répondre rapidement aux 2 remarques. La première, je vous rejoins évidemment sur la nécessité de rendre l'information intelligible. Et pour ça, de simplifier un certain nombre de choses. Quand la simplification conduit à une omission d'un certain nombre de sujets, on n'est plus dans de la simplification. Et ma remarque portait notamment sur le cycle d'apparence quasiment fermé qui nous a été montré tout à l'heure. Quand on regarde en fait le parcours des différentes matières, il se trouve qu'on a effectivement des entreposages croissants d'uranium appauvri, d'uranium de retraitement, de combustibles usés de première génération, UOX, mais aussi issus d'uranium de retraitement, URE, et également de MOX, qui s'accumulent sans être retraités. On est à plus de 11 000 tonnes au moins de combustibles usés non retraités aujourd'hui, c'est-à-dire l'équivalent d'une dizaine d'années de fonctionnement du parc. On a des rebuts MOX qui s'accumulent du fait de difficultés de fonctionnement de l'usine MOX, mais qui
voilà, ces stocks se sont accrus récemment, mais il y a eu toujours depuis l'origine du fonctionnement de cette usine ce type de stock. Et aujourd'hui, pour une bonne partie de ces stocks, les conditions de réutilisation ne sont industriellement pas remplies. Donc, le fait que ces matières valorisables dans leur dénomination actuelle fassent effectivement un jour l'objet d'une réutilisation qui permettrait d'atteindre cette vision fermée du cycle est extrêmement hypothétique. Et donc, masquer l'existence de ce problème revient, de mon point de vue, à une omission plutôt qu'une simplification. Sur le nombre de réacteurs, je vais être plus rapide. Il y a effectivement différents projets de construction de réacteurs en Europe. Alors, il y a les 2 réacteurs en construction au Royaume-Uni par EDF. Il y a quelques unités en construction en Europe de l'Est. Il y a les projets des Pays-Bas et de la Suède et de la Finlande, notamment pour reconstruire quelques réacteurs. Mais tout ça ne fait aujourd'hui que quelques unités, peut-être en y ajoutant les EPR que veut faire la France et d'autres, quelques dizaines de réacteurs d'ici à 2050 au grand maximum, qui ne remplaceront pas la centaine de réacteurs actuellement en exploitation en Europe, d'où ma perspective, sachant que ces réacteurs, je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais ont, je pense, de l'ordre d'une trentaine d'années de fonctionnement en moyenne, d'où la perspective déjà mécaniquement écrite que dans les quelques décennies qui viennent, la capacité nucléaire en Europe diminue. Et comme il ne nous a pas été précisé tout à l'heure quel est l'horizon d'amortissement économique du nouvel investissement que représente cette extension des capacités, je dis qu'il y a là un vrai sujet, d'autant plus, je le redis, si on veut réutiliser effectivement les matières, ce qui réduira les besoins d'enrichissement d'uranium. Sur le commentaire que j'ai mis dans le chat, c'est simplement voilà, une réaction à ce que disait Monsieur Romary, qui parlait d'un équilibrage entre ce que la France enrichit pour des clients étrangers et ce que EDF fait enrichir à l'étranger. Je rappelais que ça ne change rien à l'esprit de la loi française sur l'interdiction de stockage en France de déchets issus de provenance étrangère, et que, en tout cas, l'augmentation de capacité prévue par Orano ne revient pas à un équilibrage des flux, mais à une augmentation du stockage en France d'uranium appauvri issu de contrats étrangers. Merci. Je propose peut-être que Orano ou EDF apportent des éventuels compléments. Et puis peut-être, Monsieur Cuvillier, si vous le souhaitez, il me semble qu'il reste deux questions dans le chat, en plus de celles qui portaient sur la concertation elle-même à travers le format de la webconférence. Si, je ne sais pas s'il y a des compléments qui souhaitent... Ah, d'accord, je laissais monsieur Cuvillier parce que je voulais ensuite répondre sur la partie déchets d'une manière générale. C'est pour ça que je laissais monsieur Cuvillier intervenir. Allez-y sur la partie déchets, on va commencer par ça. D'accord, bon. Donc une des questions qui est dans le chat, c'est de dire est-ce que tous les déchets finalement étrangers repartent bien. Alors pour être plus précis et déjà rappeler comment on fonctionne. Donc là, on parle du traitement des combustibles usés à l'usine de La Hague, où on sépare, on l'a dit, la matière des déchets. Bien entendu, tous les déchets issus du traitement de ces combustibles usés étrangers sont destinés à retourner dans le pays d'origine. C'est le principe de base et on ne peut pas faire autrement. Et donc, ils retournent selon les cas, donc en fonction des formes sur lesquelles on s'est mis d'accord. On retourne la même quantité d'activité que ce qu'on a reçu et la même quantité en termes de masse que ce qu'on a reçu. Donc, soit sous forme de conteneurs de déchets dits vitrifiés, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la partie traitement et à La Hague, soit sous forme de colis de déchets dits compactés. Et donc, on renvoie l'équivalent de ce qu'on a reçu. Et donc, et tout ça est contrôlé. On ne peut pas faire autrement que de fonctionner comme ça. Quant à faire ensuite l'analogie avec l'uranium appauvri, c'est pour moi pas du tout adapté, dans le sens où l'uranium appauvri est une matière et donc on peut très bien entreposer, réutiliser cette matière, qu'elle vienne de l'étranger ou pas,
et c'est le cas pour Orano, sur cet uranium appauvri. Comme je l'ai expliqué, ça a une valeur, ça sera réenrichi le jour où les conditions économiques seront là. Et donc, on est tout à fait content d'utiliser cette matière comme une mine d'uranium pour fournir ensuite nos clients électriciens. Monsieur Guérel, je ne sais pas si vous avez des compléments, mais Madame Faudon souhaitait également intervenir. Oui, je voulais intervenir par rapport à la remarque de Monsieur Marignac. Nous, on estime qu'il y a vraiment une relance du nucléaire aujourd'hui, qui avait commencé à la fois à la COP26 de Glasgow, où pour la première fois, nous on y va chaque année aux conférences pour le climat organisées par l'ONU, et on a vraiment senti un intérêt nouveau des pays qui voient le nucléaire comme un élément de leur mix énergétique aux côtés des renouvelables pour se débarrasser des énergies fossiles dans la production d'électricité. Mais ça a été vraiment reconfirmé avec la guerre en Ukraine, puisqu'il y avait beaucoup de pays européens qui comptaient sur le gaz comme complément aux renouvelables pour équilibrer leur mix énergétique. Et on a eu beaucoup d'annonces depuis 12 mois. Pas seulement en Europe, juste sur l'Europe, il y a aujourd'hui une alliance qui a été signée entre les 13 pays d'Europe autour de la ministre française pour faire une alliance des pays nucléaires en Europe. Donc, ça fait 13 pays parmi les 28 qui comptent sur le nucléaire pour leur avenir énergétique, à la fois pour des extensions de durée d'exploitation. Il y a eu aussi la semaine dernière une annonce de la Finlande qui va maintenant exploiter un réacteur jusqu'à 70 ans, donc à la fois pour ce qu'on appelle des long-term operations des réacteurs, mais aussi pour des constructions neuves. Voilà. Et au-delà de l'Europe, je rappelle que des gros clients français comme le Japon ont annoncé aussi la semaine dernière que plus de 50% de leur population maintenant est pour la relance de leurs réacteurs nucléaires arrêtés. Même chose en Corée, qui était un pays qui avait décidé de ralentir sur le nucléaire et qui maintenant a décidé d'accélérer. Et puis, évidemment, les Américains. Voilà. Donc, c'est trop tôt pour voir les résultats de toutes ces annonces dans les chiffres. Mais en tout cas, il y a un vrai sentiment de confiance. Même l'Agence internationale de l'énergie a publié en 2022 un rapport qui s'appelle le comeback du nucléaire. Donc, il y a vraiment actuellement un vrai comeback du nucléaire. On espère, on croise les doigts, enfin ceux qui croient au nucléaire, que ce comeback va se concrétiser. Voilà. Merci, Monsieur Garel, si vous souhaitez compléter avant que je repasse la parole. Non, juste préciser, parce qu'on a l'occasion d'être à peu près dans les 4 coins du monde, et moi je confirme, et on voit bien dans tous les pays à la fois cette volonté, cette relance, cette place du nucléaire dans l'atteinte finalement de cette vision de la neutralité carbone. J'ajouterais juste des éléments, parce qu'on parle effectivement de grosses installations et de grosses puissances. Il faut voir aussi le nucléaire avec le développement et le dynamisme qui tourne autour des SMR, où on voit notamment les Américains, et je pense que ça, on le voit assez fortement, une volonté de développer de manière assez forte les SMR. Nous avons nous-mêmes un projet qui s'appelle New World sur le sujet. Donc, je rejoins et souscris assez que les dernières années, on va dire, ou même les derniers mois, avec cette crise géopolitique profonde, viennent renforcer ce besoin de relancer des moyens de production pilotables et bas carbone, et très clairement, le nucléaire en fait partie. Madame Barthes vous alerte sur les acronymes. Effectivement, Madame Barthes qui est... Ah oui, Small Modular Reactor, excusez-moi, les réacteurs de petite puissance, voilà, pour être clair. Merci, Monsieur Cuvillier. Je vous laisse relayer les questions du chat. Et puis après, peut-être ceux qui souhaitent intervenir également, n'hésitez pas à lever la main, parce qu'il est déjà 8h moins 10, on s'était donné jusqu'à 8h. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main pour ceux qui souhaiteraient s'exprimer également. Monsieur Cuvillier, je vous laisse relayer le chat. Une question intéressante sur la durée du cycle de vie comparée à celle d'un être humain, d'une génération d'êtres humains. Et la question est une remarque en disant qu'aujourd'hui, le cycle de vie du combustible, il s'étend sur plusieurs générations. Et quelle est la garantie de cette continuité sur plusieurs décennies avec des gouvernements et des relations internationales qui changent beaucoup plus fréquemment?
Orano, EDF ou Je vais ou peut-être l'IRSN le prendre, peut-être. Jean-Michel, si je vais le prendre ce sujet-là. Fondamentalement, l'activité industrielle que nous faisons, c'est ce qu'on appelle des activités d'industrie de temps long. Donc oui, effectivement, on ne s'inscrit pas dans le cadre d'un quinquennat ou dans le cadre effectivement d'une cycle d'une personne humaine. Le fait est, et c'est pour ça que c'est très important, c'est que on voit cette année notamment au travers de la PPE, des grandes décisions, des grandes orientations. Et ces orientations-là, oui, ça engage, ça nécessite des investissements qui sont importants, ça nécessite des débats, et c'est pour ça qu'on fait ces débats. On a fait des débats sur EPR2, on fait des débats sur Georges Best 2. Je pense qu'on fera des débats aussi sur le reste des étapes du cycle, parce que c'est effectivement des sujets de société, donc c'est des sujets qui sont importants. On a besoin d'y apporter des faits, on a besoin d'y apporter des éléments concrets, et ensuite des décisions sont prises. Quand les décisions sont prises, euh, très clairement, quand on parle de sujets politiques, quand les investissements sont pris, les actifs doivent produire ce qui doit être fait. Et quand on regarde le sujet du contexte géopolitique, aujourd'hui et dans la décennie que l'on vit politiquement, on est plutôt enclin tous collectivement à parler de souveraineté, à parler d'indépendance, et c'est typiquement des projets, alors le PR2 comme Georges Best 2 sont des projets qui favorisent très nettement la souveraineté et l'indépendance de la France. Alors après, les décisions politiques, oui, il y a des mandats, il y a des mandats tous les 5 ans, mais c'est toute la contradiction que l'on vit depuis des décennies sur le sujet. Ça ne nous a pas empêché de construire à la fois le réseau français, à la fois le parc nucléaire français dans les dernières décennies. Donc on va maintenant se projeter sur la nouvelle page du nucléaire en France. Monsieur Balland? Votre micro est coupé. Oui, excusez-moi. Je me permets du coup de compléter peut-être et si vous me permettez, de reformuler une question qui a été posée par Monsieur Marignac dans une intervention orale et qui me semble être sur le point que nous sommes en train d'évoquer. C'est la durée de l'installation elle-même, c'est-à-dire sa durée de vie et sa durée d'amortissement de l'investissement, de rentabilité de l'investissement. Monsieur Romary, est-ce que vous pourriez répondre sur ce point? Il me semble qu'on est tout à fait dans le sujet que vous évoquiez à l'instant de la durée de vie de l'installation et de la prospective à laquelle vous vous situez. Alors, je vais d'abord préciser que pour l'instant, c'est un projet. C'était dit au tout début, hein, c'est un projet. Donc, étant donné le contexte géopolitique, on a vu un intérêt, on a eu des demandes de clients de s'intéresser à ça. Donc, on a décidé de lancer, de regarder l'opportunité de lancer ce projet d'extension. Il est bien entendu qu'on ne le fera que si on a sécurisé l'ensemble des dépenses et donc des investissements avec des contrats, par des contrats d'achat d'uranium enrichi sur le long terme. C'est indispensable. Donc la rentabilité se fera d'elle-même à partir du moment où on aura l'ensemble des contrats signés et la perspective, surtout, comme je viens de le dire, sur le long terme. Ensuite, la durée de vie de l'installation, c'est aujourd'hui, on met en place des techniques qui permettent de garantir des durées de vie d'au moins 60 ans sur nos installations. On verra les démonstrations qu'on apportera par rapport à ce projet-là. On va s'appuyer sur ce qui a déjà été fait dans le passé, de l'expérience qu'on a acquise. Et par ailleurs, on déposera une demande de fonctionnement, d'utilisation de l'installation. Et en France, et c'est vrai dans d'autres pays, mais en France, tous les 10 ans, on a un examen de sûreté, puis ensuite un réexamen de sûreté qui nous permet d'être autorisé à fonctionner encore 10 années supplémentaires. C'est le cas aussi d'ailleurs pour les réacteurs. Et donc ensuite, ça fait l'objet de réévaluation de sûreté décennale qui nous autorise à fonctionner plusieurs décennies. Voilà, on vise une soixantaine d'années, mais ça pourrait même être plus long au regard de la qualité des bétons désormais qu'on utilise pour construire nos installations. A priori, par rapport aux questions du chat, Monsieur Cuvillier nous indique que l'ensemble des questions ont été
relayé. Il reste le sujet de la concertation elle-même, de la webconférence, du format webconférence. Monsieur Balland, si vous souhaitez apporter des éléments là-dessus. Oui, je voudrais juste mentionner une chose. Il y a des dernières remarques qui arrivent, notamment de M. Marignac. Ces questions seront traitées dans les questions-réponses et donc les réponses seront données dans ce cadre-là. Donc les réponses seront sur le site internet de la concertation. Je précise parce que bon, il y a une assistance régulière sur le besoin de connaître la répartition. Il y a un certain nombre quand même d'informations qui relèvent du secret commercial et on peut pas donner, on peut donner des grosses masses, on peut donner des gros éléments, des données macroéconomiques, mais on ne peut pas donner des quantités très précises par client, que ce soit pour Orano d'ailleurs ou par fournisseur pour EDF, puisque ça relève du secret commercial. Donc, on va se heurter nécessairement à cette limite-là. Oui, et un élément que je rajouterais, c'est que la sécurité d'approvisionnement en uranium est un sujet de souveraineté. Donc, il y a certains éléments qui sont confidentiels et l'aspect transmission de l'ensemble de ces données, c'est pas qu'elles sont d'une grande importance, sont confidentielles. Et donc, ça a déjà été débattu très, très largement. Une décision du ministère de la Transition énergétique a été très claire. Ces données-là ne peuvent être transmises. Voilà. Je me Ce permets. n'est pas une question de transparence, c'est une question de souveraineté. Les volumes, il me semble que l'IRSN les a très largement donnés. On sait combien on a besoin d'uranium naturel, on sait combien on a besoin de services de conversion, de services d'enrichissement, d'assemblage, tout ça est assez. Après, par qui, où et comment, c'est des sujets qui sont souverains et qui ont déjà été tranchés. Et je me permets parce qu'il me semble qu'il reste une question qui a été reposée là sur le chat concernant les installations russes de réenrichissement auraient été auditées, certifiées conformes, dit EDF, mais auditées par qui? Et c'est une question qui avait été posée tout à l'heure. C'est des audits qui sont réalisés par nous avec des auditeurs externes certifiés. Très bien, je vous remercie. Et ça, c'est vrai pour les usines russes, mais que c'est vrai sur toutes les usines au travers du monde que l'on audite très régulièrement. Monsieur Balland, sur la question du format webconférence. Oui, merci beaucoup. Et puis, il me semble qu'il y a aussi quelques questions sur la transparence de l'information, à laquelle nous aussi, en tant que garant, on va essayer de répondre. Sur le format et donc sur les modalités de la concertation, en effet, nous avons essayé de varier ces formats et de les varier en fonction, bien entendu, des sujets. Donc, comme je l'ai déjà dit un peu en début de réunion, l'intérêt d'une webconférence, c'est de pouvoir accueillir des personnes qui sont loin du tricastin, qui sont un peu partout dans le monde. Et sur un sujet aussi international que celui-là, ça nous a paru tout à fait important de pouvoir le faire. C'est moins confortable, c'est moins convivial, incontestablement, mais ça a aussi un mérite, c'est qu'évidemment, l'ensemble de ces échanges, non seulement seront consignés par nous, donc ça, c'est un point important que je voulais rappeler, et seront surtout disponibles sur le site de la concertation dans les tout prochains jours et jusqu'à la fin de la concertation. Donc, les contenus qui sont livrés ici et débattus ici auront une vie après la fin de cette réunion et on y veillera. Le deuxième point sur l'information et la transparence. Je voulais quand même dire deux choses. Nous garantissons au public les deux, c'est-à-dire l'accès à l'information et le droit de participer à l'élaboration de la décision. Et donc, à ce titre, oui, nous poussons l'ensemble des acteurs, les porteurs de projets comme Orano, mais aussi leurs partenaires comme EDF ou comme d'autres, l'IRSN aussi le fait, la SN, etc. Enfin bref, l'ensemble des acteurs à systématiquement ouvrir et diffuser toute l'information possible. C'est un droit constitutionnel et donc ce droit constitutionnel, il a vocation à aller le plus loin possible et à pousser le plus loin possible les limites du secret défense ou du secret industriel et commercial. Et donc, par définition, nous, garants, nous serons toujours du côté et dans la volonté de livrer aux citoyens un maximum de choses. Et je voulais assurer les participants que nous avons demandé à Orano et nous le demanderons pour la prochaine séance sur la géopolitique, de livrer un maximum d'informations et toute l'information possible qui ne remettent pas en cause le secret industriel et commercial. À ce titre, il me semble que la prochaine réunion sera, je pense, très intéressante
Et même si on ne donnera pas, bien entendu, les détails des contrats et avec qui et sur quel montant et sur quelle quantité, on peut quand même donner des chiffres consolidés qui sont très éclairants pour le public. Et donc, de ce point de vue-là, nous, à ce stade, nous espérons que cette réunion sera une réunion très informative pour l'ensemble du public. Et nous travaillons dans ce sens. Une dernière question sur les audits qui est à nouveau posée dans le chat sur le fait que ces audits soient accessibles. Non. Les audits ne sont pas accessibles. On peut partager les conclusions et on l'a déjà fait en PNG MDR, donc on pourra le refaire. Et je vois effectivement la question, est-ce que les auditeurs externes étaient certifiés? Oui, c'est des auditeurs externes certifiés, absolument. C'est noté. Merci. Je ne vois pas de main levée complémentaire. Il me semble qu'on peut peut-être, il est 20h, c'est l'horaire qu'on s'était donné pour terminer notre webconférence. Est-ce que, messieurs les garants, vous souhaitez peut-être apporter des éléments de conclusion? Madame Barthes? Oui, merci. 2 petits points. D'abord, je vois que la personne qui a eu du mal à se connecter demande si il serait pas envisageable que la prochaine visioconférence soit diffusée publiquement dans les mairies du périmètre. Peut-être pas dans toutes, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée de voir si au moins une mairie pourrait accepter de jouer le jeu, si c'est possible. Je trouve que l'idée est assez intéressante. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que les intervenants ont cité plusieurs documents intéressants. Monsieur Lebars a parlé du rapport du HCT-ISN et du rapport de Ratom. Il a donné les liens, mais c'est intéressant que ces documents soient mis à disposition du public sur la plateforme de la concertation. Même chose, Monsieur Marignac a parlé du World Nuclear Report. Voilà, dans le souci de la transparence, tous ces documents, à la demande des garants, seront mis à disposition du public sur le site de la concertation. Tout à fait. Il y a une rubrique dédiée à la documentation sur le site. Bien, écoutez, a priori, on n'a plus de mains levées ni de questions dans le chat. Je vous propose est-ce qu'il y a des compléments pour conclure notre réunion? Il me semble que les mots de Madame Barthes apportaient les mots de la fin. Peut-être vous engager à participer aux prochaines réunions et notamment la toute prochaine qui se tient le 7 mars à 18h à Bolène, dans la salle Georges Brassens, sur la thématique de la sûreté et de l'environnement. Et puis, évidemment, à toutes les autres réunions qui sont prévues jusqu'à la clôture de la concertation le 9 avril. Il me reste à vous remercier et puis à vous souhaiter une bonne soirée et encore un grand merci de votre participation à cette réunion. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt.